Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Jean-François Parent qui compte une trentaine d'années dans le milieu de la santé mentale. Il est maintenant le directeur général du Boulevard de la Vallée, un organisme qui vise à aider les personnes vivant avec un problème de santé mentale à développer leur plein potentiel. Jean-François, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. J'apprécie que tu aies pris le temps de venir nous rencontrer. Bien, merci d'avoir pensé à nous et d'avoir pensé au boulevard. Ben, c'est la moindre des choses. On n'a pas souvent la chance Ben, c'est pas vrai qu'on n'a pas souvent la chance, mais des fois, je me dis, je prends pas assez de temps de rencontrer les organismes du coin, fait que je suis content de te recevoir. Bon, on va parler nécessairement de santé mentale, parce que c'est ça, votre organisme. Mais oui. Je me demandais, parce que l'année passée, on s'est rencontrés pour la première fois à l'AGA de la TVC. Oui. Il y a un an, là, quasiment jour pour jour. Puis, tu me disais rien, fait que j'ai dit, je me demandais, t'es-tu du coin? Ça fait-tu longtemps que tu es dans la région, toi? Ben moi, écoute, à Buckingham, c'est la première fois que je travaillais dans le cadre au niveau du secteur ici, okay. Mais j'ai toujours travaillé en santé mentale dans les organismes communautaires depuis une trentaine d'années, mais c'était plus Hull-Gatineau. Okay. Fait que dans le secteur ici, ouais, je suis nouveau dans le secteur ici, là, au niveau du communautaire. Ouais. Comment tu as trouvé le coin? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent dans Buckingham, puis on dirait qu'on se côtoie tout le temps, là, ouais. La gang. Là. Bien, moi, j'adore travailler dans le secteur parce que, de un, le boulevard est le seul qui a la mission au niveau de la santé mentale, ce qui est différent comme dynamique de quand on se retrouve plus dans l'urbain. Puis le boulevard, sa mission est rattachée beaucoup au niveau de la MRC de Papineau aussi, de Vallée de la Lièvre et tout ça. Fait que je trouve que l'accueil des gens, puis l'esprit d'équipe, les partenaires, puis tout ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est beaucoup plus prononcé que ce que je vivais quand je travaillais dans le cadre plus urbain. Fait que ça, je l'apprécie beaucoup de travailler ici dans le secteur. Ah, je te comprends, parce que quand je suis rentré ici à la TVC, moi, j'étais comme... j'ai le goût de faire de la télé. C'est ça qui m'intéressait, c'était l'aspect réalisation et tout ça. Puis ça a été une découverte pour moi de voir les organismes communautaires. Et je suis, à ce jour, encore très surpris du travail qui est fait dans le coin. C'est époustouflant. Oui. Les gens travaillent ensemble, ne travaillent pas un contre l'autre. Tout à fait. Ça, je trouve, c'est une belle force du secteur. Puis il y a toujours, je trouve... tu sais, quand un organisme fait quelque chose, là, les autres organismes, même s'ils ne sont même pas dans le même domaine, ils vont être là, vont être présents. Des fois, ils vont donner un coup de pouce pour l'organisation, ne serait-ce que de, je sais pas, moins 5 à 7 ou peu importe, ou un événement quelconque, mais c'est ça, on dirait qu'ils sont toujours là. Tu sais. Oui, c'est une belle force du milieu. Ouais. Puis là, tu as dû prendre la place de Pierre. Là. Oui. Puis en préparation de te rencontrer, j'essaie de me souvenir de son nom. Je m'en excuse, Pierre, on se connaît un peu parce qu'on s'est côtoyé souvent, mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille. Pierre Leclerc. Pierre Leclerc, oui, merci. Tout à fait, qui était là au boulevard depuis 2003. Quand même. 2003-2004, qui a fait un grand travail, là, écoute, une 15, 2003. Et au niveau le développement de l'organisation, au niveau de 2 territoires aussi. Là. Pierre, je le connaissais très bien aussi. Puis c'est lui qui m'a interpellé à savoir si je voulais relever le défi là, au niveau de la gestion de l'organisation. Puis ça m'a vraiment touché. Puis écoute, j'étais très heureux aussi de m'inscrire et de relever le défi de la direction là, du boulevard. Là. Pour moi, ça tombait pile. Là. Ah, OK. Tu sais, je m'étais dit, parce que des fois, c'est pas nécessairement évident de faire la transition dans un organisme où quelqu'un a été là très longtemps, hein, parce qu'il connaît ses dossiers, connaît son monde, connaît l'environnement, puis d'arriver puis de prendre la relève, il a dû avoir quand même certains défis, j'imagine. Bien, Pierre me connaissait, ma souplesse, puis ma passion au niveau de la santé mentale, puis parce que je pense que j'ai le cœur à la bonne place pour les gens et tout ça. C'est très important pour moi de desservir les gens comme j'aimerais être desservi moi-même. Puis je pense que c'est voulu aussi qu'il m'a approché. Je pense pas qu'il aurait été confortable avec n'importe qui, là. Puis Pierre, c'est un passionné, là. Il s'est beaucoup donné au niveau de l'organisation. Fait que comme il m'a dit, c'est comme s'il transférait un peu un bébé auquel il portait soin et tout ça, tu sais. Il a parti de loin, là. Fait qu'il se sentait en confiance. Puis on est allé dîner, là, il n'y a pas si longtemps, là, pour voir comment ça se passe. J'avais des questions. Encore un peu qu'est-ce qui se oui, passe, écoute, c'est sûr, il a donné beaucoup d'années, là. Oui, mais non, c'est un chic type, là. Lui, il est plus dans la littérature, là. Il a écrit un livre, là, je me souviens pas le titre par cœur. Pierre a toujours été un passionné de la littérature. Oui, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Ouais. Un autre livre à lire. J'en ai déjà 2 à lire en préparation d'autres, mais je pensais qu'il était parti travailler pour un autre organisme. Non, dernières informations, c'est ça, il est dans l'écriture. OK. Oui. Bon, mais parlons-en du boulevard. Donc, c'est quoi la mission du boulevard? Le boulevard, c'est un organisme communautaire qui a pour mission d'aider les gens qui vivent avec des défis au niveau de leur santé mentale à vivre leur rétablissement. Quand on parle de rétablissement, c'est de partir avec la perspective de l'individu s'identifier plus comme une problématique en santé mentale et d'amener l'individu à se voir comme un humain vivant avec ses symptômes, vivant avec ses défis au niveau de sa santé mentale. Okay. Pour arriver à aller à un tel parcours puis accompagner la personne, on va partir de ses passions.
Puis les passions, ben ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être les arts, les bénisteries. Et ça, c'est tout ce que le boulevard fait. Tous ces services-là qu'on offre auprès de nos personnes et pour les aider à vivre leur établissement à partir des passions de la vie qu'ils ont, puis ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à partir d'ateliers ou de rencontres individuelles, à prendre conscience de qui ils sont, c'est quoi mes défis, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes facteurs de protection. Puis souvent, quand on prend le temps d'avoir une bonne analyse, d'introspection comme ça, c'est plus facilitant de mieux apprendre à vivre avec sa santé mentale, puis de mieux apprendre à vivre avec ses problèmes de santé mentale. Fait que le boulevard, sa mission, c'est tout pour Buckingham, puis aussi à Saint-André-Avenais, qu'on a un autre point de service, pour aider les personnes à mieux vivre avec leur santé mentale. Et on a aussi un centre d'hébergement de transition pour amener les personnes à travailler, à développer leur autonomie pour être aptes à aller vivre en appartement tout seul par la suite. Fait qu'on a toutes sortes de sphères auxquelles le boulevard se rattache, tout ça dans le but d'aider la personne à mieux vivre avec elle-même. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé quand tu dis à faire la distinction entre la problématique, être un individu avec une problématique et être juste un problème, dans le fond. Là, tout à fait. Fait que les gens, j'imagine, ils s'identifient juste à leur état de santé mentale, dans le fond. C'est bien, souvent, ils ont tendance à le faire. Oui, tout à fait. Souvent, ce qui va arriver, c'est que beaucoup plus il y a 20 ans, mais aujourd'hui encore, quand même, la personne va dire, ben moi, je suis schizophrène, moi, je suis bipolaire. Puis ça, c'est triste de constater ça dans le sens que la personne est un humain à part entière. Ouais, t'es pas juste un bipolaire, maintenant. Ben c'est ça. Fait que c'est d'amener la personne à ne pas s'identifier comme une problématique en santé mentale, mais plus de se voir comme une personne avec des passions, puis qui a le goût de vivre toutes sortes de changements et tout ça. Mais comment l'aider à passer au travers de ces différentes étapes-là? Ben, c'est d'aller utiliser ces petits leviers-là, là, de partir de qu'est-ce que tu aimes. Avant de tomber malade, avant de faire une psychose, avant de tomber à une phase de ta santé mentale qui était plus problématique, c'est quoi que tu aimais faire dans la vie? C'était quoi tes passions? Puis de ressoulever ça, puis ça nous permet, nous autres, c'est plus facilitant d'accompagner l'individu dans son processus de rétablissement. Est-ce qu'il y a une part qui est un peu due à comment je dirais ça, une atmosphère sociale qui fait qu'on a tendance à étiqueter les gens d'une certaine façon, tu sais, de dire, parce qu'on me semble que c'est comme ça qu'on parle même, des fois, de dire, lui, c'est un schizophrène, ou c'est un dépendant, ou c'est un... Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Là. Ça vient beaucoup me chercher, honnêtement. Là. C'est encore, il y a beaucoup de travail à faire avec cette notion-là d'étiqueter les gens sans prendre le temps de les connaître. C'est pour ça que de plus en plus, moi, quand la personne arrive dans les services, c'est intéressant de tenir compte du diagnostic, mais après ça, on va travailler avec la personne dans sa globalité. Puis dans notre société, oui, il y en a encore beaucoup de stigmatisation à ce niveau-là. Ça l'a aidé au niveau du COVID. On s'entend que l'anxiété, c'est un des éléments qui a eu une hausse dans notre société, de force d'être isolé. D'être chacun dans notre isolement et tout ça, de prendre conscience, OK, qu'est-ce qui se passe avec ma tête, avec mon corps et tout ça. Donc, ça leur rapprochait un peu les gens au niveau de la réalité des défis en santé mentale. Mais même à ça, les stéréotypes sont forts, juste au niveau des médias, qui se font un plaisir des fois quand il y a des drames et tout ça, de toujours avoir une connotation négative pour le problème de santé mentale. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, beaucoup d'éducation. Il n'y avait pas une annonce à un moment donné qui passait, un type dans son lit d'hôpital, puis tu entendais une voix, quelqu'un qui lui parlait, dans le fond, parce qu'il était plein de blessures, mais qu'en réalité, quand on a un problème de santé mentale, on ne les voit pas, les blessures. Tu te souviens-tu de ça? Je me souviens de celle de la madame là, qui avait... que tout le monde pensait qu'elle était dans le sud, puis ça, parce qu'elle avait pris un congé parce qu'elle était en dépression. Là. OK, ça, j'ai pas vu. Ça, puis il y avait celui-là probablement, mais ça représente bien... parce qu'on ne voit pas les mots extérieurs, parce que c'est pas un cancer, une tumeur, on pense que c'est bénin. Mais mon Dieu, il n'y a personne qui a de plaisir à souffrir quand on vit avec un problème de santé mentale. Il n'y a personne qui a de fun, qui va aller chercher de l'attention pour le plaisir et tout ça. Quand la personne elle appelle à l'aide, quand la personne a vu des souffrances, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret qui se passe dans la tête, là, qui amène toutes sortes d'éléments. Là. Puis des fois, j'ai remarqué aussi, en fait, c'est par mon propre cheminement, moi aussi, j'ai eu certaines problématiques au niveau de santé mentale, puis j'ai réalisé à quel point... Bien, tu sais, notre tête, qu'on va souvent appeler notre esprit, mettons, là, c'est un organe comme un autre. C'est un organe qui peut subir certaines problématiques qu'on peut voir et lire sur des appareils maintenant. Hein, tout à fait. Qui va nous permettre de voir, bien, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas là. Puis alors que, tu sais, on est habitué, comme on vient de dire, bien, un bras cassé, on le voit, c'est facile, il y a un plâtre, bon, ça va pas bien, mais à l'intérieur du cerveau, c'est beaucoup plus complexe, tu sais. C'est un organe comme un autre qui a besoin de soins, essentiellement. T'sais. Oui, puis d'y faire attention. Qui a besoin de soins, mais
Puis de plus en plus, c'est ça ce que je trouve intéressant aussi, c'est que je veux que le boulevard s'ouvre aux citoyens, de sensibiliser les gens, de nourrir leur santé mentale, d'y faire attention, de ne pas attendre qu'à un moment donné, tu sais, des fois, on peut travailler, puis on va mettre de l'avant plusieurs dossiers en même temps, on va se donner beaucoup de travail, on a des gros défis avec la famille, puis tout ça, puis on va vraiment tirer l'élastique au maximum, puis on sent que notre corps nous fait des signes, notre tête, on est plus anxieux, on a toujours le petit hamster qui tourne, puis ça. Au lieu d'attendre d'aller jusque-là, des fois, avoir à apprendre à prendre des moments pour soi-même, puis à développer des outils pour prendre soin de sa santé mentale. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éducation à faire aussi à ce niveau-là, dans le sens que c'est pas nécessairement facile, j'imagine, de sentir, de savoir qu'on a une problématique. Même quand une fois qu'elle est là, je peux imaginer qu'on ne s'en rend même pas compte, mais encore moins avant. Là. Bien, il y a beaucoup d'éducation. Nous, on s'est inscrit avec le CIS là, pour donner les éclaireurs, donc pour accompagner les personnes à mieux comprendre c'est quoi leur santé mentale. Okay. Parce qu'encore aujourd'hui, les gens, quand on parle santé mentale, ils pensent tout de suite troubles de santé mentale. Et pourtant, c'est deux choses complètement différentes. Okay. La santé mentale, on en a tous une. On a tous une santé mentale auquel il faut prendre soin. Puis, un des effets, c'est que notre santé mentale, c'est ce qui nous permet d'être en interaction avec les gens, avec la population, qui nous permet d'aller travailler, puis tous ces éléments-là. Quand on arrive à avoir des difficultés à vivre notre quotidien, à avoir des interactions avec les gens et tout ça, c'est là qu'on commence à avoir certains symptômes, certaines problématiques au niveau de notre santé mentale. Puis quand on a un encadrement et une éducation adéquate, c'est à ce moment-là qu'on devrait être capable de sortir de notre coffre à outils certains éléments pour mieux faire attention de l'exercice, l'alimentation, ou prendre des moments de silence, ou la pleine conscience. Puis c'est l'important d'être bien outillé pour bien gérer notre santé mentale. Est-ce qu'on l'a pas justement trop négligé pendant bien des années? Dans le sens que c'était pas dans nos mœurs. Tu sais, moi, je prends un exemple. Là, quand j'allais à l'école, exemple, on parlait de santé. On parlait dans ce temps-là, c'était le guide canadien pour l'alimentation. C'était, il faut faire X nombre d'heures d'exercice physique dans la journée, dans la semaine plutôt. Ce qui ça, est encore vrai aujourd'hui, mais jamais on a parlé. Tu sais, ça m'a pris, vu que je sois à l'âge adulte, pour entendre parler de méditation pleine conscience, exemple. Là. Bien, moi, je pense qu'un effet positif de la pandémie, c'est ça. Parce que moi, j'ai jamais entendu autant parler santé mentale depuis la pandémie. Puis encore plus de gens connus qui ont sorti puis qui parlent de leurs défis au niveau de leur santé mentale. Puis souvent, ce qu'on va entendre, c'est l'anxiété, mais il n'y a pas juste l'anxiété. Il y a toute une tonne de problématiques et tout ça. Mais la pandémie a amené que les gens semblent... Parce qu'on entend... Plus on entend parler... Plus on va être sensible, puis plus ça va être normalisant de le nommer, puis ça va être moins stigmatisant de voir quelqu'un qui vit avec certaines problématiques, puis on va moins le pointer du doigt, puis tout ça. Fait qu'au moins, la pandémie a amené ça. Tu sais, on nommait qu'une personne sur 5 vivait avec un problème de santé mentale il y a une couple d'années. Je suis persuadé que si on referait des sondages présentement, qu'on irait probablement à plus à 2 sur 5, ça pour moi c'est clair, surtout au niveau de l'anxiété. Puis ce qui est intéressant aussi, en même temps que la pandémie, l'anxiété de performance, il y a une couple de films qui a été fait aussi là-dessus. Tu sais. Fait que je trouve qu'on est dans une vague où il y a plus de sensibilisation. Il y a encore du travail à faire parce que quand on a un film et qu'on assiste à de la sensibilisation, c'est correct, mais des fois, la force de la culture, puis tout ça, fait que des fois, il y a des habitudes qui sont pas saines, qui vont revenir, puis tout ça, mais il y a plus de sensibilisation qui est là, puis ça, je trouve ça positif. Mais est-ce que c'est encore vrai que les hommes ont plus de difficultés que les femmes à aller chercher de l'aide? Oui, oui. Mais c'est intéressant, ça, parce que j'étais allé à un colloque au niveau de la prévention du suicide, puis que comment intervenir avec un homme, c'est complètement différent d'intervenir avec une femme, parce que quand un homme arrive à l'étape de demander de l'aide, souvent, ça va sortir par la colère, puis parce qu'il ne se comprend pas lui-même, hein, dans le sens qu'il y a tellement la fierté puis la dignité, puis on a été éduqué, c'est comme... Puis ça peut avoir l'air cucu ce que je vais dire, mais c'est ça la réalité. Je suis un homme de 52 ans, que l'homme veille sur la famille et tout ça, puis qu'il doit avoir une force que, tu sais, il n'a pas le droit à la faiblesse et tout ça. Probablement qu'aujourd'hui, c'est moins stigmatisé, puis c'est moins pire, mais si on regarde nos parents et tout ça, c'est beaucoup ça qui est ancré. Fait que quand un homme arrive avec la détresse, c'est pour ça que souvent, le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Un homme qui va arriver avec un désarroi total puis qui va faire une tentative de suicide, souvent, c'est parce qu'il est vraiment décidé à passer à l'acte et c'est à ce moment-là que... Puis
Puis c'est pas évident d'aller chercher des services dans le réseau non plus. Non. Tu sais, un homme, quand il va avoir besoin d'aide, lui, probablement qu'il va être plus prompt, il va être plus... Il a vraiment entendu il est vraiment rendu au bout du désespoir, là. Il est plus capable, là. C'est pas comme... Aujourd'hui, des fois, on va faire attention à notre santé mentale, on va la nourrir, mais des fois, quand un homme arrive vraiment au bout du chemin et qu'il n'est plus capable et tout ça, ça va être plus sous forme de colère que ça va ressortir et tout ça. Fait que des fois, notre réseau, il n'est pas habitué d'être en mesure de répondre à ça, ou il est un peu déstabilisé dans des situations comme ça. Fait qu'il y a du travail à faire avec les hommes aussi. Comment prendre soin d'eux, plus dans le type préventif, avant d'arriver au moment où il est trop tard puis que le monsieur, il a poussé la mèche au maximum. Il y a du travail aussi à faire là-dessus. Est-ce que, on a parlé de la pandémie, est-ce que depuis, là, tu t'attends, si on devait faire un autre sondage aujourd'hui, que ça serait pas mal plus élevé, est-ce que à même l'organisme, vous avez eu plus de demandes, est-ce que vous êtes capable de fournir à la demande? Parce que moi, j'ai entendu, pour avoir parlé avec 2 psychologues, là, le mien puis un autre, c'est ça, ils sont bookés, là, ils prennent plus de nouveaux patients, les autres sont pleins. Là. Ben, le réseau est saturé présentement. Il y a beaucoup de listes d'attente. C'est sûr qu'il y a plus de demandes. Puis je te dirais que la question, c'est pas juste qu'il y a plus de demandes. Moi, je me sens beaucoup interpellé d'aller rejoindre les citoyens dans leur inquiétude, dans leur questionnement au niveau de leur gestion de santé mentale. Pour moi, c'est facile. Moi, j'ai étudié là-dedans, puis ça fait 30 ans que je travaille là-dedans. Fait que c'est sûr que ma sensibilité, quand je ne vais pas bien, je vais être capable d'agir en circonstance, mes proches et tout ça, mais la personne qui n'a jamais étudié là-dedans, qui ne comprend pas ce qui se passe avec sa tête, qui ne comprend pas que ses inquiétudes viennent complètement de façon extrême, puis qui ne comprend plus ce qui se passe dans sa vie et tout ça, bien, il faut être en mesure de répondre à ces questions-là. Fait que c'est pour ça que je trouve important que le Boulevard, qu'on veut partir des ateliers d'autogestion d'anxiété cet automne, puis d'aller rejoindre ces citoyens-là pour les aider à être plus en mesure de gérer leur détresse, là. OK. Parle-moi-en, c'est quoi tu dis cet automne, vous allez partir en atelier? C'est les ateliers, on appelle ça relief, qui sont des ateliers, c'est à peu près une dizaine de rencontres où on aide les personnes à mieux gérer leur anxiété. Puis, c'est tout le concept d'apprendre à vivre avec. Au lieu de combattre puis de toujours mettre au défi son anxiété, de ne pas la reconnaître, pourquoi pas essayer d'essayer de vivre en harmonie avec son anxiété? D'essayer de vivre avec elle, d'essayer de la comprendre puis voir quand elle vient, quand elle quitte, puis d'être en mesure d'avoir une plus belle qualité de vie dans ce moment-là. C'est bien facile à dire, là, mais en gros, c'est le processus d'aller visiter ces zones d'inconfort. Tu sais, on a toutes nos peurs puis nos craintes qui augmentent notre anxiété. Puis moi, je dis souvent à mes filles, que quand il y a des choses dans lesquelles elles ne sont pas à l'aise, qui ont peur, bien, faut que tu ailles faire un tour. Ouais. Faut que tu ailles tâter le terrain, puis d'aller vivre l'expérience. Puis sur le coup, tu vois, c'est pas si dramatique que ça. L'anticipation de passer à l'action de la zone d'inconfort est dure. Puis il faut tout le temps, puis moi aussi, je le fais pour moi-même, parce que je trouve que c'est une façon, des fois, de dédramatiser des situations qui peuvent nous faire peur, puis de reprendre contact avec, d'apprendre à vivre avec, c'est important. Et dans le fond, ça permet d'aller dans notre zone d'inconfort. Oui, d'aller dans une autre. Puis on est guidé là-dedans, puis c'est vraiment partir avec le parcours de la personne, puis de l'amener à mieux vivre en harmonie avec son anxiété en bout de fil. Fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Puis on va communiquer l'information là, aux gens là, quand que ça va commencer. Il y a quelque chose de particulier un peu aussi, puis là, je vais me faire l'avocat du diable là, de ce que j'ai pu entendre des fois. Là. Parce que là, ce que vous faites, vous allez traiter, ou du moins vous allez aider les gens dans leur cheminement à travers l'art et tout ça. Puis, d'autres personnes vont dire, ben oui, mais anxiété, il y a une pilule pour ça. T'sais. Alors que c'est plus compliqué que ça, dans le fond. Là. Mon Dieu, oui! Mais c'est parce que pour bien les gens, on est habitué à mal de tête, il y a une pilule. Bon, pour l'anxiété, il y a une pilule. Puis bon, je ne veux pas rentrer trop dans ma vie personnelle, mais moi j'ai pas eu une bonne expérience avec la médication personnellement. Puis je me suis rendu compte aussi de toute façon que c'est un peu comme, moi personnellement, je le vois comme ça, puis je veux t'entendre là-dessus. Moi, je le vois un peu comme un plaster. Tu mets sur une plaie. C'est correct, tu vas arrêter le saignement, mais à un moment donné, il faut que tu guérisses la plaie. Bien, au niveau pharmacologique, au niveau de la petite pilule magique, là, elle n'est pas magique à 100%. Hein? La pilule, c'est tout au niveau des neurotransmetteurs. Elle va aider au meilleur fonctionnement de notre cerveau, puis à une meilleure gestion de notre cerveau. Mais si on va juste avec ça, ça ne fera pas le total du travail. Il faut le rajouter au niveau d'avoir une connaissance de soi, comme je disais tantôt, d'avoir son coffre à outils, d'apprendre à bien gérer quand les symptômes se présentent et tout ça. Le côté pharmaco va aider, mais il ne fera pas tout le travail. Là. Puis nous autres, c'est ça. Ce que ça l'aide au niveau des arts, au niveau de l'ébénisterie, le chant, la musique, les rencontres, c'est des sphères additionnelles qu'on va rajouter pour aider la personne à cheminer,
qui ne se concentrera pas juste sur le pharmacologique. C'est ça que ça fait. Parce que la personne, une fois qu'elle est stable avec le pharmaco, puis qu'elle est stable par rapport à toutes sortes d'ateliers qu'elle va utiliser et tout ça, il faut qu'elle puisse bien vivre son quotidien, puis qu'elle sache qu'est-ce qu'elle va faire de ses journées, puis c'est faire quoi qu'elle va se nourrir dans ses passions et tout ça. Parce que tu peux pas... Pour moi, c'est clair que... Puis c'est souvent... Des fois, on rencontre ce défi-là avec de nos gens qui pensent que la pilule va tout régler. La pilule ne réglera jamais tout. La pilule va régler une partie des problèmes, une partie des défis, une partie des symptômes. Mais le reste du travail, il faut que ça vienne de la personne, puis aller s'outiller avec ce qui est autour de nous, toutes sortes d'ateliers ou des rencontres avec un psychologue, tout dépendant des problématiques qu'on vit, puis qu'on a des défis, là, comment qu'on a de la difficulté à aller de l'avant, puis c'est quoi qu'on sent là, qu'on a besoin de travailler. Là. Mais c'est sûr que c'est un ensemble d'éléments qu'il y a à mettre en place et tout ça. Là. Tu reviens souvent à les gens qui reviennent à retrouver leur passion pour savoir qu'est-ce qui les motive et tout ça. Je sais, j'ai un livre... je ne sais pas si ça dit quelque chose, ce livre-là. Ça a été écrit à Harvard, Managing Oneself. Puis je ne l'ai jamais fini, puis il est tout petit, c'est niaiseux, là, c'est juste parce que je lis bien d'autres affaires, là, mais essentiellement, ce que ça dit dans le message, puis je trouve ça super intéressant, puis je me dis que ça doit rejoindre un peu ce que tu dis à propos des gens avec qui vous parlez au boulevard, c'est que souvent, ils parlent surtout de l'environnement de travail. Okay? Quand on choisit dans la vie de faire un travail, à quel point c'est important de faire ça dans quoi ça vient nous chercher, ça dans quoi on tripe, ça dans quoi on se sent bon aussi, pour aider la valorisation, puis nous aider dans le fond, à rentrer essentiellement travailler, puis avec le sourire. T'sais. Donc, je peux imaginer que les choix de vie des gens qui ont besoin d'aide, des fois, ça peut être bon de les ramener à dire, dans une introspection, de dire, dans vos passions, tout ça, est-ce qu'il y a moyen que ça prenne plus de place dans sa vie plutôt que ton travail, que tu haïs, exemple, à chaque moment du matin que tu te lèves? Là, tout à fait. Ça fait partie de la responsabilité de nos choix de vie. Aussi, des fois, c'est sûr que la personne la mieux placée pour s'aider, c'est la personne elle-même. Hein? C'est de partir aux bases de ce qu'elle aime, c'est quoi ses passions. Si tu n'aimes pas ton travail puis tu ne veux pas le changer, il y a un côté qu'il faut que tu assumes dans tes choix de vie aussi. Là. Mais c'est important c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup l'élément du côté des passions, c'est d'essayer le plus possible d'amener la personne à s'accrocher à quelque chose qui va être un motivateur. Il faut que tu aies une motivation pour vouloir entreprendre ton rétablissement puis vouloir aller chercher un équilibre de vie puis d'avoir aller chercher une meilleure santé mentale. Fait que si tu as un objectif, tu as une motivation qui est là, ça va être plus facilitant d'entreprendre un processus. Ou sinon, si tu n'as pas de raison de te lever le matin puis tout ça, c'est pas évident d'entreprendre quelque chose avec une motivation. Ben moi, je disais ça du temps au cégep, puis c'est une réflexion que je faisais. Je me disais, parce que tu sais, au cégep, c'est un peu comme le travail, tout le monde t'écœurait d'étudier, ça ne tombe pas de ça, puis ils ont hâte au party à la fin de semaine, tu sais. Tu comprends? Fait que je me disais, si pendant 5 jours de la semaine, tu n'es pas heureux, puis tu arrives, tu vis juste pour 2 jours après, ça marche pas, là. Tu peux pas t'équilibrer et être heureuse. Ouais. Non, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, Jean-François, puis c'est peut-être aussi d'apprendre à apprécier dans les 5 journées aussi, de regarder des petites choses comme je regardais ton livre de Eckhart Tolle, au niveau d'apprécier peut-être le moment présent, puis d'apprécier de ne pas juste voir le travail comme une formule pour accéder à des plaisirs parce qu'on a une paye en bout de chemin. De peut-être apprécier les relations qu'on a avec nos partenaires, puis dans le cadre de notre travail, puis d'apprécier les petites choses de la vie, puis tout ça. Puis si c'est le cas qu'on n'est pas capable de se voir là-dedans, puis on n'est pas capable de l'apprécier, bien, c'est peut-être d'entreprendre de faire des changements. Il y a beaucoup de gens qui ont entrepris des changements de carrière pendant la pandémie, là, qui ont découvert le télétravail, puis qui ont les moments d'arrêt ont fait qu'ils disaient « Moi, je ne veux pas faire ça toute ma vie, puis je veux changer, puis tout ça. » Bien, tant mieux, ça peut permettre d'être plus heureux, d'être plus motivé, parce qu'on en passe en tabarnouche du temps au travail. Là. Moi, j'adore travailler dans le communautaire, là. C'est sûr que je n'ai pas les mêmes conditions que j'aurais dans le public, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais interpellé. Pour moi, le communautaire, c'est de vivre avec les gens auprès de moi, puis de vivre avec des gens qui vivent toutes sortes de défis. Moi, j'ai mes défis en santé mentale. Fait que je me sens très bien, moi, de travailler dans un contexte comme ça. Ça m'interpelle toujours, puis ça me rappelle tout le temps de faire attention à moi, puis que ces gens-là, ils ont besoin d'aide, puis je trouve qu'il y a une belle réciprocité d'échange aussi, puis de reconnaissance de travailler dans le communautaire. Moi, ça me touche profondément. Puis j'imagine, quand tu arrives le soir chez toi, tu vas avoir un bon sentiment de satisfaction, je trouve, de ta journée. Tu sais, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai travaillé sur un dossier qui a aidé un organisme à fond, là, je pense dans le temps qu'on faisait le Téléthon, tu sais, qu'on ramassait de l'argent pour aider les familles qui dans le besoin dans le temps des fêtes, tu sais,
sentiment de satisfaction après, là, c'est incroyable. Là. Ah, tout à fait. Puis ce qui est bien aussi, c'est que les gens, tu vois, on se salue le matin, tu vois que les gens l'apprécient, le travail que tu fais pour eux et tout ça. Puis l'équipe aussi d'intervenants, tu sais. C'est une des forces, je trouve, du communautaire, c'est le travailler ensemble, la reconnaissance de chacun. C'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans toutes les organisations. Là. Non. Jean-François, je vais continuer à jaser avec toi, mais je vais prendre quelques minutes pour dire merci à ceux qui nous écoutaient via Ma TV Outaouais. Je vous rappelle que sur notre chaîne YouTube de la TVC, vous pouvez voir tous les épisodes dans leur intégralité. Aussi, n'oubliez pas, on est disponible sous forme de podcast. Vous pouvez nous emmener avec vous autres là, sur la route ou peu importe. On est sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcasts. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Une chose que je suis curieux de savoir, c'est comment ça a été pour vous autres, le temps de la pandémie, de pouvoir continuer à offrir des services. Est-ce que vous avez été capable de vous adapter pour pouvoir rejoindre votre clientèle ou bien vous étiez obligé d'arrêter vos activités pendant un certain temps? Nous, on n'a jamais fermé les portes. On a fermé 2 semaines parce qu'on avait un cas dans les débuts. C'est Pierre qui était là, c'est pas moi. Je suis arrivé en janvier 2021. Moi, on est toujours resté ouvert en appliquant les consignes de santé publique, c'est clair. Le milieu de jour était fermé, mais c'est du rendez-vous qu'il y avait de 1 à 1. On n'avait pas d'activité de groupe. Puis on a beaucoup restreint, comme présentement, tu vois, en art, ils peuvent être jusqu'à 5. Puis dans le temps, je pense que c'était 1 ou 2 là, pour respecter le 6 pieds de distance et tout ça. Fait que, mais non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour le télétravail. J'avais un autre travail avant, puis j'ai fait une journée, puis je pense que ma blonde, elle voulait me tuer. Là. Je suis vraiment... Non, j'ai trop besoin de bouger. Il faut que je sois en lien avec les gens. Là. Fait qu'on a toujours... tout le monde a été toujours en présentiel, là. On s'est organisé, c'est sûr, quand il y a des cas de COVID et tout ça, on s'organise en circonstances, là, on a toujours été ouvert. Puis les gens nous ont suivis là-dedans aussi. Là. Si quelqu'un là, qui nous écoute songe à consulter avec votre organisme, ça, mais il se dit, moi, je suis pas un artiste. Là. Est-ce qu'il y a de la place pour des gens qui ont pas rien touché de ça puis qui pourraient peut-être découvrir quelque chose? Oui, bien écoute, on a... il n'y a pas une obligation d'avoir une passion pour s'en venir au boulevard. Là. On a un milieu de jour auquel on peut venir prendre un café, jouer au billard, venir socialiser avec les intervenants qui sont là sur place. De commencer avec ça aussi. Puis on peut être très bien aussi avec que ça. Puis si ça nous compte, bien tant mieux. Fait qu'on n'est pas obligé d'arriver avec un talent et tout ça. Là, moi, c'est pour donner des exemples concrets de comment est-ce qu'on peut arriver à guider quelqu'un pour amener du changement et tout ça. Mais si la personne n'a pas de passion, elle est bienvenue, puis elle va développer des thèmes ou des sujets avec d'autres personnes et tout ça. Là. On a de toutes les tranches d'âge là, qui viennent au boulevard. Là. Fait que la personne, elle va sûrement trouver quelque chose qui l'intéresse dans tout ça. Là. Là, on sait, on le voit un peu partout, les gens, les organismes, même les entreprises, il y a une pénurie de personnel et tout ça. Dans le communautaire, c'est d'autant plus difficile, là, de ce que j'entends, du moins, là, parce que nécessairement, c'est plus difficile d'être compétitif sur le marché du travail. Est-ce que vous avez comment ça va chez vous? Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des intervenants ou des bénévoles pour travailler ou bien comment ça se passe de ce côté-là? J'ai eu une période où c'était plus difficile au niveau du recrutement de personnel, mais présentement, quand même, ça va bien. Ce qui est intéressant dans le rural, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, qui se sont éloignés de l'urbain. Et des fois que le conjoint ou la conjointe fait du télétravail, puis elle doit se trouver un travail. Fait que moi, je suis bien content parce qu'on a des travailleurs sociaux, on a psychoéducateurs, psychologues et tout ça qui se cherchent des travails. Puis des fois, au lieu de se taper 1h30 de route, aime mieux retourner au niveau du communautaire et tout ça. Fait que ça, j'ai été chanceux de ce côté-là à Saint-André. J'ai pu recruter dans 2 contextes comme ça. Mais pour l'instant, là, écoute, moi, je suis content, ça se passe bien, je peux pas me plaindre. Ah, ben tant mieux. Ouais. Tant mieux. Puis aussi, l'autre contexte, je trouve, qu'on vit présentement, c'est le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Là. Donc, premièrement, j'aurais à te demander, c'est qui vous subventionne? Parce que, bon, nécessairement, vous avez des boutiques, là, donc j'imagine qu'il y a des revenus qui viennent de ça. Mais autre que ça, est-ce que vous êtes supporté par le gouvernement du Québec? Ou c'est Écoute, quoi? notre boutique, là, moi, le but, c'est vraiment... les artisans du boulevard viendraient nous voir. C'est vraiment juste pour... c'est pour déstigmatiser au niveau de la santé mentale. Je ne fais pas plein d'argent avec ça. Du moment qu'il y a de l'argent nouveau qui rentre, on va le réinvestir dans du matériel pour que nos gens puissent effectuer de l'art comme ils le désirent et tout ça. Mais c'est le CIS, nous, qui nous finance. Là. C'est tout, en gros, notre bailleur de fonds principal, là, c'est le CIS de l'Outaouais. Avec le il n'y a pas de levée de fonds ou des choses comme ça qui sont organisées? Non. Il y a des organismes qui en font. Moi, je peux te dire, pour ce que ça coûte, puis c'est correct, là,
Mais une boîte comme la nôtre, ce que ça me coûtera en main-d'œuvre à investir puis en temps à investir pour ce que ça rapporte, tant mieux s'il y en a qui ça rapporte, c'est vraiment intéressant, mais ça vaut pas. J'en ai déjà fait dans d'autres jobs de direction que j'ai eu. C'est pas. Mais présentement, on a une bonne santé financière au niveau du boulevard, là, au niveau pour être capable d'offrir des services de qualité et tout ça. C'est sûr qu'on aimerait toujours comme avoir plus aussi de places d'hébergement. On aimerait avoir plus de soutien dans la communauté. On voudrait toujours plus. Surtout au niveau de l'hébergement, on s'entend qu'il y a des gros manques de ce temps-ci. C'est pas évident de se trouver un logement quand on a des moyens qui sont quand même assez minimes. Mais pour l'instant, là, ça va bien, là. Mais quand tu parles d'hébergement, tu parles pour les bénéficiaires oui, OK. Tout à fait. Si on pouvait... Ben, c'est ça, mais c'est quand même intéressant qu'il y a un bloc appartement qui s'en vient avec le centre intersection, là, qui vont construire un 32 places ici pas loin, que je connais bien la directrice, qu'on travaille ensemble là, pour offrir les services qui vont suivre avec ça. Nous, on a un 6 logis présentement, mais tu vois que les gens ils ont de plus en plus, avec l'augmentation du coût de la vie, les gens ont de la misère, tu sais, parce que si tu mets 80 % de ton revenu mensuel dans ton logement, puis 13-20 % pour manger... Nous, on fait beaucoup de cuisine collective pour donner un coup de main. On a le plus possible, on essaie de mettre des choses en place pour faciliter un peu la qualité de vie des gens et tout ça. Mais ça l'amène des... On le voit là, depuis 2 ans, là, la hausse du coût de la vie. C'est quelque chose d'assez inquiétant, là, oui. Bon, ça répond par contre à ma question à quoi je voulais m'en venir. Dans le fond, c'est parce que je pensais que peut-être que les gens ils faisaient des dons où il y avait des moments de levée de fonds. Puis je me dis, pour les organismes, ça doit être de plus en plus difficile. Je pense à d'autres organismes que je sais qu'ils le font. Ou, exemple, l'Ami d'entraide, où ils vont juste bénéficier de dons de gens, de dons de nourriture. Ben, pas juste ça, là, mais entre autres. Là, c'est pas un contexte nécessairement facile, là, je peux l'imaginer. Mais... j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils disent les gens une fois qu'ils sont passés chez vous, là, une fois qu'ils ont pu bénéficier de vos services. Qu'est-ce que tu entends comme témoignage? Ben, écoute, moi, à chaque année, on fait une assemblée générale. Puis moi, j'ai jamais vu ça. On a souvent entre 20 et 30 personnes qui viennent. Fait que ça, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est bon. Fait que juste ça, là, les 20 à 30 personnes, c'est les gens qui utilisent nos services. Fait que juste ça, Jean-François, là, ça témoigne de l'appréciation du service. Et souvent, ce qu'on va entendre, c'est qu'on est un peu leur seule famille. Tu sais, vivre avec une problématique en santé mentale, des fois, depuis une longue période, avec toutes sortes de défis, des fois, il y a encore des tabous, des méconnaissances de la famille, des proches et tout ça, qui vient que la personne, elle se retrouve toute seule, puis elle n'a plus beaucoup de famille autour d'elle, puis on vient qu'on est sa famille. Fait que souvent, ce que j'entends, moi, c'est qu'on est un peu la famille de la personne au niveau de l'équipe, les intervenants et tout ça. Fait que ça me touche beaucoup, puis ça confirme la raison d'être de l'organisation. Ben ouais. Mais le plus beau cadeau, là, honnêtement, c'est quand des fois, on va créer comme des barbecues avec nos gens, puis qu'on a 15-20 personnes qui viennent, puis que tu vois que tout le monde sont heureux, puis d'avoir un moment qui se rencontre avec des gens avec qui ils sont bien. Pour moi, c'est le plus beau cadeau là, que mon travail m'offre à ce niveau-là. Tu vois que les gens l'apprécient d'avoir cette opportunité-là, d'avoir un milieu de vie, d'avoir un lieu d'appartenance où ils se sentent écoutés, qu'ils ne se sentent pas jugés, qu'ils ne se sentent pas stigmatisés. Fait que c'est ça là, le plus gros des cadeaux que le boulevard offre à nos gens. Là. On a un camping bientôt là, qui s'en vient, là, qui vont partir 3 jours. Là. Ouais. Fait que c'est le fun de faire toutes sortes d'activités comme ça. C'est très normalisant. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Là. Je trouve ça inspirant. Bien, je suis surpris, je me rends compte à quel point je n'en connaissais pas assez de votre organisme parce que je suis surpris d'entendre l'éventail de services que vous donnez. Parce que écoute, sortir en camping, c'est rare de entendre ça. Là, Oui. Mais les gens sont quand même, en général, sont pas mal, sont très autonomes. Là. Ouais. C'est pas... Oui, j'en doute pas, mais tu sais, quand même, on va loin, on est plus loin que juste faire de l'art. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas des tentes. Là. C'est un campement où on a chacun nos places et tout ça, puis les gens l'apprécient beaucoup. Ça, c'est des choses qu'on recommence à faire, qu'on faisait plus depuis la pandémie. Camping, cabane à sucre, toutes sortes d'activités, les pommes, puis tout ça. Fait qu'on essaie beaucoup, dès qu'il y a des opportunités de faire des activités à l'extérieur, là, qu'on les organise. Puis c'est souvent les gens qui le demandent, là, qui ont le goût là, de faire toutes sortes de choses. Là. Les gens restent longtemps à l'organisme? Au niveau de la clientèle? Oui. Ah, il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans. Il y en a qui on fait partie de leur quotidien, là, souvent. Okay. Puis il y en a d'autres que c'est juste une période de passage, qui avaient besoin de nous pour une certaine période, puis qu'après ça, ils vont se trouver un travail, vont se trouver une stabilité au niveau de leur vie, puis on les reverra plus. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Le boulevard, on fait partie de la vie de la personne, soit de façon ponctuelle ou pour une longue période. C'est pour ça qu'on est là. On souhaite de plus revoir nos gens dans le sens où si on ne voit plus nos gens, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin de nous puis qu'ils ont une meilleure santé mentale.
De l'autre côté, on fermerait. Ça serait pas... Mais c'est ça, on répond à toutes sortes de besoins. Il y en a que c'est ponctuel, ça va vraiment pas bien dans leur vie. Puis à ce moment-là, ils ont vraiment besoin d'avoir un ancrage quelconque aidant. Puis t'en as d'autres, c'est juste pas... Il y en a pour tous les goûts. Ça diffère beaucoup. Est-ce que des fois, certaines personnes qui sont passées vont revenir pour donner un coup de main, pour faire partie de l'organisme puis aider à certaines activités? Oui, j'ai un flash, là. Oui, tout à fait. Il y en a qui reviennent, des fois... Parce que tu me parlais du sentiment d'appartenance qu'ils ont avec l'endroit, fait que je peux imaginer qu'ils ont le goût de revenir juste pour aider d'autres. Oui, il y en a qui reviennent. Il y a aussi les possibilités au niveau de la paraidance. La paraidance, c'est quelqu'un qui vit avec une problématique en santé mentale puis qui veut accompagner puis aider une personne qui vit avec ces défis-là. Fait que il y a toutes sortes de possibilités, là, mais c'est sûr que moi, j'aime bien quand on revoit les personnes nous donnent des nouvelles que ça va bien puis tout ça. Puis des fois, il y en a qui viennent juste nous remercier. 5 ans plus tard, on a un journal, nous, qu'on publie à tous les 3 mois. Puis un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, mais je ne pourrais pas le dire pour raisons confidentielles, mais il y avait juste un article qui il remerciait le boulevard, puis qui avait une belle qualité de vie avec sa famille maintenant et tout ça. Wow. Fait que ça, je trouvais ça touchant. Je trouve que ça parle de ce qu'on fait, puis que les impacts que ça a chez les personnes. Ah ouais. On a parlé plusieurs fois de la pandémie, puis comment ça va apporter certaines choses positives, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est important de parler. Bien, il y a 2 choses en fait, mais peut-être la plus importante, c'est la santé mentale des gens pendant la pandémie. Puis surtout, j'imagine, des personnes âgées qui, eux, étaient souvent laissés seuls à eux-mêmes dans une situation qui était hyper anxiogène. Puis là, tu me parlais que vous avez toutes sortes de tranches d'âge, des personnes qui viennent au boulevard. Je peux imaginer que tu as eu des témoignages de gens qui ont pu trouver ça difficile, puis pas à peu près. Oui, moi, je trouve que pour nos aînés, là, ça a été une période qui a été très complexe, très difficile. Tu sais, si je regarde mes filles, puis tout ça, ou les jeunes, au niveau des médias sociaux, puis tout ça, il y a des éléments qui ont quand même permis d'avoir certains contacts, mais souvent, au niveau de nos aînés, l'isolement est encore plus marqué, de ne pas avoir de contact avec l'extérieur, de ne pas pouvoir sortir. Puis souvent, c'est la tranche d'âge qui était nommée de rester le plus isolé possible. Mais tabarnouche, n'importe qui, mais encore plus. Puis surtout si, au niveau des foyers de personnes âgées qui n'avaient pas le droit de visite et tout ça, si je regarde, moi, mes proches, mon père ou ma mère, je trouve que c'est une période qui a été très marquante pour cette génération-là. Puis je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Puis de peut-être aussi, c'est pas parce que là, la COVID est passée qu'on passe à autre chose. Il y a des choses à récupérer avec nos aînés. Je pense qu'il y a des choses à récupérer, puis d'aller les visiter, puis de reprendre aussi à sortir à l'extérieur, parce que je suis persuadé qu'il y a encore des gens qui sont restés devant leurs appareils de télévision là, à tous les jours avec les conférences de presse et tout ça, là, que c'est pas évident de reprendre une vie normale après, puis de ressortir et tout ça. Là. Fait que comment accompagner nos aînés à sortir, puis être plus en contact avec l'extérieur et tout ça, puis de faire confiance. C'est important d'en tenir compte. Hein? C'est nos travailleurs d'hier. Là. Fait que c'est important de leur offrir des services aussi. Fait que je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis par rapport à la jeunesse, mais je pense que c'est important aussi de ne pas oublier les aînés. Moi, il y avait des organismes en Outaouais qui en parlaient là, quand on avait une journée en santé mentale, à quel point il y avait une détresse qui était importante de ne pas oublier, puis qu'on devait s'occuper de nos aînés là, puis d'en prendre soin. Mais tu as raison, on a beaucoup parlé des jeunes, puis à juste titre. Mais les personnes âgées, je veux dire, eux autres aussi, il y a encore, tu sais, il y a encore une santé mentale dont ils doivent s'occuper. On pense souvent à leur santé physique, là, parce que quand on est plus âgé, c'est un peu, tu sais, les bobos sortent et tout ça. Mais leur santé mentale, c'est encore important. Oui. Hein? Oui. Puis leur santé mentale leur permet même de rester en santé physique plus longtemps. Tout à fait. Oui, moi, si je regarde des proches, là, d'être isolés, puis d'avoir un sentiment d'isolement, un peu de détresse, dépression, puis tout ça, ça te magane le physique. Oui, tout à fait. Ça te magane le physique de toujours rester chez vous en 4 murs, de ne pas sortir. C'est sûr que même si on dit que c'est en arrière de nous, puis on ne sait pas ce qui s'en vient, mais c'est sûr que ça a des impacts au niveau de la santé mentale, de la santé physique de nos aînés. Pour moi, c'est clair. Puis tu viens de dire, on ne sait pas ce qu'on s'en vient, j'espère qu'on va en apprendre de ça, puis ça va essayer de trouver des façons d'être plus humain. Ben ouais, d'être plus humain. Tout à fait. C'est drôle parce que j'avais enregistré une émission dans cette période de temps-là, puis je me souviens, j'avais fini l'émission en disant « N'oubliez pas de rester humain à travers tout ça. » Il y avait toutes sortes de conflits, puis justement, c'est dans la période dont je te parlais quand on était hors d'onde, parce que je pouvais voir des gens, des personnes âgées, il y avait les fameuses images des personnes âgées seules à travers la fenêtre. Là. Oui.
c'est pas une façon humaine, je trouve, de traiter les gens. Je suis certain qu'aujourd'hui, en 2022, avec les technologies qu'on a, les moyens qu'on a, on peut trouver des façons où ils peuvent avoir certains contacts. Je veux dire, moi, je suis pas médecin, là, je suis pas placé pour dire ça, mais juste mon sentiment humain, pour moi, c'est de dire, on peut pas laisser des gens dans la détresse comme ça, seuls, d'autant plus que ces gens-là, on peut s'imaginer, là, moi j'ai 44 ans. Fait 44 ans, la COVID ne peut pas me faire tant peur parce qu'en général, ça touchait pas, ça faisait pas beaucoup de dommages à des gens de mon âge. Mais imaginez une personne âgée qui est isolée puis qui regarde les nouvelles, comme tu mentionnais tantôt, puis que là, il entend des choses comme ça, puis il n'y a pas personne avec qui en parler, pas personne avec qui en discuter, puis évacuer sa peur. Ça doit être épouvantable. Ah, c'est clair. Ben oui, le mental est fort, hein? Tous les scénarios que tu peux te faire, puis si tu n'es pas en connexion avec l'extérieur, là, toutes les images que tu peux te créer, les peurs que tu peux te créer, tout ça, c'est quelque chose. Ouais. Mais quand, la question reste, parce que tu dis, on ne sait pas ce qui nous attend, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, tu sais? Ben, peut-être que ce qu'on pourrait faire mieux, c'est peut-être plus utiliser... Ben, c'est sûr qu'au niveau physique, il y a une réalité au niveau de la distribution du virus, puis ça, la contamination, là, mais peut-être plus utiliser les médias sociaux pour avoir les contacts avec les familles et tout ça. Moi, je me souviens, j'étais allé voir mon père à Noël, puis j'ai fait l'aller-retour à Montréal, puis on a gardé 6 pieds de distance pour se souhaiter joyeuses fêtes et tout ça. Puis non, je ne suis pas rentré, puis ça a duré 1 heure, je suis reparti, mais je sais que ça y a fait du bien. Fait que des fois, c'est peut-être aussi que quand il arrive des éléments comme ça, de ne pas juste se centrer sur sa petite famille, mais de penser aussi à nos proches qui peuvent avoir des besoins. Tu sais, des fois, quand on veut juste regarder son nombril, on ne prend pas conscience des besoins des autres et tout ça. Fait que peut-être plus... Je pense qu'on peut être plus alerte à ces besoins-là, à cette réalité-là, s'il y a une autre vague qui s'en vient, tout ça, de se donner la peine d'essayer de plus visiter. Il y en a qui l'ont fait, je le sais, là, mais de le garder en tête. Parce qu'il y a des scénarios qu'on m'a fait peur, que je l'ai trouvé triste. Puis, tu sais, quand tu as travaillé toute ta vie, puis qu'on te case dans une chambre que tu peux voir personne pendant 1 an et demi, là, tabarcelac, c'est n'importe qui, même si tu n'as pas de problème de santé mentale, je peux te garantir que tu vas développer une dépression, puis tu vas avoir une mésestime de toi, puis l'anxiété va monter dans le plafond. C'est clair, là. Fait que c'est plein d'événements aussi qui n'ont pas aidé à la santé mentale de nos aînés. Fait qu'après coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le fond, j'imagine qu'il ne faut pas hésiter si on voit que la personne a des problèmes, puis inviter ces gens-là à aller chercher justement les services. Tout à fait. Aller chercher de l'aide, les amener à plus sortir. Ça, mettons, si on est dans un foyer ou personne âgée, ou de faire partie des activités de groupe, des activités d'équipe, puis la personne peut dire que ça ne l'intéresse pas, mais des fois, juste de sortir puis d'être avec un groupe, même si elle ne dit rien puis elle ne fait rien, ça peut amener un sentiment physique d'être moins isolé et tout ça, puis tranquillement, pas vite. C'est sûr qu'on ne peut pas tout changer en cliquant les doigts, là. C'est sûr qu'il faut laisser le temps à certaines personnes qui ont beaucoup de peur et de crainte de se donner le temps de réintégrer les activités avec les groupes, avec les amis, avec la famille, puis de les respecter dans leur vitesse aussi d'avancement. Si on parle de santé mentale là, au niveau global, puis je te pose la question parce qu'après 30 ans d'expérience, j'imagine que tu as une vue globale de comment ça va, mettons au Québec, là, si on se limite au Québec, mais qu'est-ce que tu vois venir dans les prochaines années, après ce qu'on a vécu pendant les 2 ans, l'atmosphère, tu sais, je trouve qu'on a une atmosphère assez particulière là, au niveau autant politique, social, tu sais, puis j'extrapole, tu vas me dire, là, mais je trouve aussi que les jeunes sont beaucoup exposés à beaucoup de choses, ils n'ont pas beaucoup de place à l'innocence, ils ont beaucoup de défis, je trouve. Comment tu vois la santé mentale si on se projette dans 5-10 ans au Québec? Bien, moi, je pense que c'est pour ça que, pour moi, l'important, c'est de sortir du boulevard, d'aller vers les citoyens, d'éduquer les gens, puis de créer des filets de sûreté. Parce que je pense que plus tu parles avec les gens, tout le monde a ses défis. Tout le monde a une santé mentale, mais tout le monde a ses défis au niveau de sa santé mentale. Puis de plus en plus, on entend parler de l'anxiété, on entend parler de toutes sortes de phénomènes qui ressortent de la pandémie. Puis je pense qu'il faut vraiment mettre des choses en place pour installer des filets de sûreté, puis ça, pour ne pas perdre
pas perdre nos jeunes ou perdre des gens par suicide ou par détresse ou d'attendre que la situation de la santé mentale dégrade à un tel point que la personne a besoin d'être hospitalisée. Je trouve qu'on a un mandat important d'aller vers les gens puis de leur offrir les outils nécessaires puis l'encadrement nécessaire et tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, quand je parlais des ateliers tantôt, que je veux trouver une façon de rejoindre les gens puis de leur donner la possibilité de venir assister puis de s'outiller. Surtout au niveau des jeunes. Moi, j'ai 2 filles, puis tout le contexte de l'anxiété de performance et tout ça, puis en tout cas, moi, j'aurais pas voulu vivre comme présentement. Dans mon temps, il n'y en avait pas de cellulaire, puis ça, je sais que j'ai l'air quelqu'un en disant ça, mais toute cette pression-là médiatique, du paraître, de la performance, d'avoir un rôle défini, d'être sûr d'avoir ta place, c'est quelque chose. Ça m'impressionne. Moi, Fait que c'est important d'avoir ça en tête pour mieux aider les jeunes à... Si tu as une bonne santé mentale, puis tu as le bon coffre à outils, tu as des bons facteurs de protection, tu vas être plus en possibilité de passer au travers de ça que si tu n'es pas éduqué à ce niveau-là. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup un travail de prévention puis de nourrir nos jeunes comment prendre soin de leur santé mentale. Puis ça, pour moi, là, c'est hyper important parce qu'on va payer un fort prix dans 10 ans, dans 15 ans. Parce qu'on n'est pas en mesure non plus, comme service actuel, de répondre aux besoins de tous les jeunes. Fait qu'on, dans ce cas-là, on est mieux d'investir au niveau de la prévention puis d'investir dans mieux outiller nos jeunes à bien gérer leur santé mentale. Je pense. Tu sais que tu avais peur d'être cucu en disant ça, mais je pense qu'il y en a pas un qui m'en a pas parlé dans les invités que j'ai reçus pour parler de santé mentale. Ça revient toujours. On n'y échappe pas, je veux dire. C'est omniprésent. Puis j'ai trouvé ça fun. Il y a beaucoup de documentaires aussi qui ont sorti là, sur le sujet. Puis j'aime bien les documentaires. Puis c'est ça. Effectivement, on est de plus en plus sensibilisés. Puis c'est quoi? Même que c'est un documentaire qui est sorti sur Netflix, puis le titre ne me reviendra pas, là, mais ça parlait justement de la pression médiatique des cellulaires avec les jeunes, tout ça. Puis j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est ma fille qui m'a dit « Hey, j'ai vu passer la bande-annonce, j'aimerais ça le regarder. » Je trouve ça le fun parce que les jeunes eux-mêmes, ils n'ont pas besoin nécessairement des parents pour leur dire, Excellent. mais bien, eux autres, ils ont l'air de s'en rendre compte par eux autres mêmes. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça encourageant, je te dirais. Là. Oh oui. Pour le boulevard, qu'est-ce qui s'en vient là, au cours de l'automne, pour au printemps, après, là, qu'on veut absolument savoir? Bien, au niveau de l'automne, comme j'avais indiqué, il y a les ateliers relief, il y a nos calendriers habituels d'activités. Il y a aussi, on a développé une entente avec le CIS pour donner la formation des éclaireurs. Okay. C'est de former les citoyens à être mieux outillés pour détecter la détresse autour de soi, puis d'être mieux informés en quoi consiste une personne qui vit avec des défis au niveau de sa santé mentale. Donc, c'est une formation d'une demi-journée. Je trouve ça le fun qu'on ait été interpellé à ce niveau-là. Ça reconnaît notre expertise. Fait que ça, on va essayer de la donner autant au niveau scolaire qu'au niveau aussi des organismes communautaires ou les organisations. On l'a donné dans un foyer de personnes âgées aussi. Donc, vraiment d'essayer d'aider le plus possible les gens à mieux détecter la détresse autour de soi. Fait que ça peut être des facteurs facilitants pour orienter la personne vers les services adéquats quand on voit que quelqu'un ne va pas très bien et tout ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis, sûrement que j'oublie des choses, parce que moi, ça tourne tout le temps dans ma tête et tout ça. Mais à part ça, on a toutes nos activités. On va avoir une planification stratégique aussi. Je trouve ça important pour les 3 prochaines années, parce que je trouve qu'il y a tellement d'opportunités en santé mentale que je veux qu'avec l'équipe, on fasse des choix vers quoi on veut s'orienter avec le conseil d'administration et tout ça. Mais écoute, Puis notre boutique, vous êtes toujours bienvenus. Les artisans comment ça du boulevard. fonctionne? Vous êtes ouvert? C'est ouvert du mercredi au samedi inclusivement. Et c'est au 126 rue McLaren S. Donc, il y a toutes sortes de beaux objets, des peintures, des œuvres, travail de bois, de meubles qui ont été nippés et tout ça là, qui sont à vendre là, pour les gens à des prix très, très raisonnables. Moi, j'achète beaucoup de choses. Là. Fait que c'est bien, c'est très accessible. Oui, tout à fait. Mais super, Jean-François, c'était un plaisir de te rencontrer. Pas te rencontrer, parce qu'on s'était déjà rencontrés, mais c'est-à-dire de te jaser puis de parler davantage du boulevard. Merci, c'était bien agréable, c'était le fun. Super. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.